C'est la maladie la plus fréquente, qui est d'ailleurs une maladie rare, Dieu merci, mais c'est un prototype de maladie auto-immune et c'est pour moi un exemple idéal de coopération et de collaboration immunologiste biologique ou immunologiste de laboratoire et interniste immunologiste clinicien. Donc je ne vais pas revenir sur la définition du lupus, mais c'est juste pour vous dire que il y a des causes, je ne sais pas pourquoi. Il y a des causes, est-ce que je peux voir le micro? Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc le lupus est une maladie auto-immune, inflammatoire, chronique, qui résulte de l'interaction complexe de facteurs environnementaux et de facteurs génétiques et de facteurs hormonaux. Donc sur le plan clinique, il y a des lésions inflammatoires de plusieurs organes et tissus. Et sur le plan immunologique, les caractéristiques immunologiques clés les plus importantes du lupus érythémateux systémique, c'est la production d'autanticorps, il y a une éclosion d'autanticorps et la consommation du système de complément. Donc la production d'autanticorps et l'hypocomplémentémie vont être au cœur de l'immunobiologie du lupus érythémateux systémique. Donc si l'on parle des autanticorps, il faut savoir que dans le lupus érythémateux systémique, pas moins de 100 autanticorps différents ont été déjà mis en évidence dans le lupus érythémateux systémique, dont à peu près la moitié, une quarantaine, qui sont des anticorps antinucléaires. Donc, ces anticorps, ces auto-anticorps, on peut les utiliser pour un but diagnostique, mais aussi pronostic, puisque certains auto-anticorps peuvent prédire la survenue d'une telle ou telle manifestation clinique, et notamment la néphropathie. On peut, et vous l'utilisez certainement dans votre pratique de tous les jours, utiliser les auto-anticorps pour le monitoring et le suivi des patients. Et il faut savoir que parmi les auto-anticorps, certains, pas tous, ont un rôle pathogène. C'est-à-dire que, puisqu'ils ont ce rôle pathogène, donc des titres élevés seraient corrélés à une activité élevée de la maladie, alors que des titres faibles seraient plutôt associés à des rémissions cliniques. Il n'y a pas, bien évidemment, il n'y a pas que les auto-anticorps, il n'y a pas que le complément, il y a une multitude de, on va dire, de biomarqueurs qui sont proposés tous les jours. Et si vous regardez, si vous tapez sur PubMed, les mots-clés biomarqueurs et lupus érythémateux systémique, vous allez voir quelque chose comme presque 10 000 références dans la littérature sur PubMed. Et vous allez voir que la courbe elle est toujours ascendante et on continue toujours notre quête de nouveaux biomarqueurs. Et moi personnellement, j'ai été frappé par une fois, j'ai été contacté par une revue américaine pour expertiser un article qui va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des nouveaux biomarqueurs pour le lupus érythémateux systémique. Mais moi, je vais rester classique. Dans cette présentation, je vais vous parler certainement des marqueurs les plus connus, à savoir les auto-anticorps et le système du complément. Il y a toute une batterie d'auto-anticorps qu'on utilise que ce soit pour le diagnostic ou le suivi. Il y a aussi toute une batterie de molécules, protéines du complément qu'on peut aussi explorer chez les patients lui. D'ailleurs, commençons par le diagnostic. Vous savez très bien maintenant que pour le diagnostic du lupus érythémateux systémique, ce que l'on va utiliser, c'est les auto-anticorps qui sont dans la dernière classification à CR-ELAR 2018, c'est-à-dire les anticorps antinucléaires, notamment les anticorps anti-ASM et les anticorps anti-ADN. Ça vaut beaucoup de points. Malheureusement, on ne peut pas poser un diagnostic de lupus sans la clinique, mais sinon, on peut avoir facilement les 10 points rien qu'avec les paramètres immunologiques. Donc, vous avez les anticorps antinucléaires, les anti-ASM, les anti-ADN. Vous avez aussi l'hypocomplémentémie C3 et ou C4, et bien sûr les antiphospholipides. Donc, un interniste qui veut explorer un lupus érythémateux systémique, il va commencer tout de suite par demander les anticorps antinucléaires avec un regard particulier
sur les anti-ASM et les anti-ADN, le dosage de fraction C3 et C4 du complément et les anticorps anti-phospholipides. Donc, les principaux auto-anticorps qu'on retrouve dans le lupus, ce sont les anticorps antinucléaires. Mais il faut savoir aussi qu'il existe d'autres auto-anticorps qui ne sont pas des anticorps antinucléaires qu'on retrouve dans le lupus, à savoir les anticorps anti-CNQ et les anticorps anti-phospholipides. Les anticorps antinucléaires, jusque-là, il y avait cette question toujours qui revient dans les débats. Est-ce que je peux, c'est surtout valable pour les néphrologues, est-ce que ça existe un lupus séronégatif? La question n'est pas encore, le problème n'est pas encore scellé, il y a toujours donc c'est toujours sujet à débat, mais si l'on utilise les critères de classification qui sont au passage pas au stricto sensu des critères diagnostiques, un lupus séronégatif n'existe pas, puisque selon les dernières recommandations à ce heure-là, vous devez commencer par un résultat de FAN positif 1,80 et plus pour ensuite essayer de voir les autres paramètres clinico-biologiques. Donc, mais pour moi, il doit y avoir quelques cas séronégatifs. Il doit y avoir quelques cas séronégatifs. Maintenant, pour ce qui est des anticorps antinucléaires, c'est vrai que vous êtes habitués au terme FAN, AAN, anticorps antinucléaires, mais les dernières recommandations de l'ICAP, donc c'est international, privilégient l'utilisation du terme AC pour anticelles. Donc on a des anticorps AC de AC1 jusqu'à AC29 qui correspondent aux différents aspects de fluorescence. Je ne vais pas vous parler des données de la littérature, je vais juste vous donner les résultats qui sont des travaux qui ont été faits en Algérie, dans une étude multicentrique que nous avons menée à l'époque quand j'étais à l'Institut Pasteur. Donc c'est une étude qui a été faite au niveau de la région algéroise et qui a essayé de dresser le profil de notre anticorps dans le lupus érythémateux systémique. Nous avons trouvé les résultats suivants. En fait, l'anticorps le plus fréquent dans le lupus, ce sont les anticorps anti-SSA, qui est retrouvé à 63%, suivi des anticorps SSB à 20%, mais qui étaient présents surtout dans le cas d'un syndrome de chevauchement lupus Sjogren. Vous avez les anticorps anti-ASM qui sont à 28%, alors que les anticorps anti-ASM sont décrits comme étant des anticorps rares dans le lupus chez le caucasien et très fréquents chez les afro-américains. À peu près, nous avons 50% chez les afro-américains et 16% chez les européens caucasiens. Chez nous, on est aux alentours de 30%, nous sommes à peu près intermédiaires. Les anticorps anti-RNP sont fréquents, ils sont 44%, alors que les anticorps anti-ribosomes sont retrouvés chez 30% des patients et les anticorps anti-ADN natifs chez 35% des patients. Maintenant, si vous voulez comparer le lupus rénal versus non rénal, vous allez tout de suite constater que les anticorps anti-ADN natifs et les anticorps anti-ribosomes sont nettement plus fréquents et sont d'ailleurs associés au lupus rénal. C'est-à-dire que si vous consultez votre bilan et vous trouvez des anticorps anti-ADN positifs, des anticorps anti-ribosomes positifs, pensez tout de suite à une éventuelle néphropathie lupique chez ce patient. Je ne sais pas, est-ce qu'il me reste beaucoup de temps? Très bien, donc j'arrive à la partie la plus importante pour moi, à savoir le suivi, puisque ça cause vraiment problème. Quels paramètres dois-je utiliser pour suivre mon patient lupique? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que ce n'est pas une utopie? Est-ce que ça existe un paramètre biologique qui est réellement associé à l'évolution, à l'activité de la maladie? Donc, les paramètres qu'on utilise, que vous utilisez dans votre pratique jusque-là, c'est les paramètres classiques, à savoir l'anticorps anti-ADN natif, le C3 et le C4. Mais ce sont des paramètres qui restent quand même, on va dire, ils ont des performances qui ne sont pas, on va dire, très satisfaisantes. On a quand même beaucoup de cas de poussée lupique avec des anticorps anti-ADN négatifs ou l'inverse. Donc il y a toujours cette quête de nouveaux marqueurs. Ces dernières années, il y avait la saga des biomarqueurs et notamment des anticorps anti-CNQ.
les anticorps anti-5Q ont été présentés par certaines équipes, notamment des équipes françaises, comme étant le gold standard de la néphropathie lupus. Et qu'on voit les anticorps anti-5Q suivaient de manière tracée, de manière spécifique, non pas l'activité globale de la maladie, mais surtout l'activité de la néphropathie lupus. Donc il y avait même des travaux qui disaient qu'on ne pouvait pas avoir une atteinte rénale active sans qu'il y ait des anticorps anti-5Q. Mais il y avait aussi d'autres études contradictoires qui disaient l'anticorps anti-5Q, c'est bon, mais ça ne suit pas spécifiquement l'atteinte rénale, ça suit l'activité globale de la maladie. Ça suit surtout le SLEDA et non pas vraiment l'activité de la néphropathie. Donc c'est pour ça que nous avons voulu savoir qu'est-ce qu'il en est réellement dans l'étude, dans le cas algérien, sur des patients algériens, et c'est pour ça que nous avons réalisé une étude qui remonte quand même à quelques années, mais c'était une étude très rigoureuse. Nous avons travaillé sur 74 patients lupiques, dont 32 avec une néphropathie lupique et 42 sans néphropathie lupique. Donc c'était une néphropathie lupique prouvée histologiquement, pour la plupart proliférative, donc stade 4 et stade 3, et nous avons exploré toute une batterie de tests, que ce soit auto-anticorps ou protéines du complément, pour savoir quels sont les marqueurs qui collent, qui permettent de mieux suivre la maladie. Et nous avons surtout corrélé les auto-anticorps à la clinique et aussi à l'histologie. Nous avons réalisé les prises de sang en même temps que la biopsie. Ce qu'il en est, c'est que, pour commencer, on trouve que, comme les données de la littérature, que les anticorps anti-ADN natifs, les anticorps anti-ribosomes, les anticorps anti-5Q, ils sont plus fréquents chez les patients qui ont l'atteinte rénale que chez les patients qui n'en ont pas. Donc, ils sont associés à l'atteinte rénale. Par rapport aux protéines du complément, C3 et C4, ce qu'il y a, c'est que le C3 est vraiment associé à l'atteinte rénale, alors que le C4 n'est pas. Donc, le C3 est un signe d'alarme, red flag, pour une néphropathie lupique. Donc, dès qu'on a un C3 bas, c'est une néphropathie lupique jusqu'à preuve du contraire. Alors que pour le C4, il y a tellement de raisons qui font chuter le C4 qu'il devient non spécifique. Maintenant, quand il s'agit de voir la corrélation des marqueurs que je viens de citer à l'activité de la néphropathie lupique, eh bien, on trouve tout de suite que le meilleur marqueur pour suivre l'atteinte rénale, c'est les anticorps anti-5Q. Ils sont meilleurs que les anticorps anti-ADN, que les anticorps anti-ribosomes, et qu'ils sont meilleurs que le C3. D'ailleurs, en utilisant la courbe, ils ont la zone sur la courbe la plus importante. Donc, 80% des patients qui ont une néphropathie lupique active ont des anticorps anti-5Q, soit une valeur prédictive négative de 92%. Et même, si vous voulez analyser les titres, vous allez voir que les titres des anticorps anti-5Q sont significativement plus élevés en cas d'une atteinte rénale active comparativement à l'atteinte rénale inactive ou le lupus non rénal. Maintenant, la revanche des anticorps anti-ADN, qui jusque-là était le marqueur de choix pour le suivi des patients lupiques. Donc, les anticorps anti-ADN vont s'associer aux anticorps anti-ribosomes. Je termine dans 2 minutes. Donc, vont s'associer aux anticorps anti-ribosomes pour être plus efficaces que les anticorps anti-5Q. Donc, si vous dosez au même temps les anticorps anti-ADN et les anticorps anti-5Q, les anticorps anti-ADN et les anticorps anti-ribosomes, et que vous n'en trouvez aucun, il est très peu probable que votre patient a une néphropathie lupique active. Nous avons essayé les performances des anticorps anti-ADN dans le cadre d'un lupus non rénal. Eh bien, l'anticorps anti-ADN, c'est vrai qu'il est associé à l'activité de la maladie, mais d'une manière générale, c'est-à-dire il n'est pas spécifiquement associé à l'atteinte rénale, c'est un marqueur d'évolutivité globale de la maladie. Nous avons essayé d'étudier d'autres paramètres du complément, je n'ai pas le temps pour trop vous donner les résultats, mais aucun marqueur, c'est-à-dire on a, au jour d'aujourd'hui,
aucun marqueur ne peut être plus efficace que le seul dosage du C3 pour suivre l'atteinte rénale. Et le C3 est un marqueur plus dans le suivi de la néphropathie lipidique plus qu'autre chose. Voilà, donc je termine avec quelques messages pour vous dire que l'anticorps anti-5Q est un excellent marqueur pour le suivi de l'atteinte rénale au cours d'une ulcère hématomyose systémique. L'anticorps anti-ADN est un marqueur d'évolutivité globale de la maladie. L'anticorps anti-ADN, quand il est associé à l'anticorps anti-ribosome, constitue, c'est-à-dire leur négativité simultanée a une excellente valeur prédictive négative pour la néphropathie lipidique. Le C3 est un red flag, donc c'est un signe d'alarme pour la néphropathie lipidique quand il est bas. Le C4 n'a aucun intérêt dans le suivi des patients lipidiques. Le CA50, il ne sert à rien, mis à part chez l'enfant, pour détecter le déficit homozygote en protéines de complément. Et les nouveaux produits, nouveaux tests sur le complément n'ont pas encore trouvé leur place. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.